Les aventures de Sherlock Holmes par Sir Arthur Conan Doyle. L'homme à la lèvre tordue. Isa Whitney, frère de feu Elias Whitney, docteur en théologie, principal du collège de théologie Saint-Georges, s'adonnait fort à l'opium. Cette habitude prit possession de lui, à ce que l'on m'a dit, à la suite d'une sotte fantaisie alors qu'il était au collège. Il avait lu la description que fait de Quincy de ses sensations et de ses rêves de fumeur d'opium, et il avait imprégné son tabac de laudanum pour essayer d'obtenir les mêmes effets. Il trouva, comme tant d'autres, qu'il est plus facile de contracter cette habitude que de s'en défaire, et pendant de longues années, il continua d'être esclave de la drogue, en même temps qu'il était, pour ses amis et pour les siens, l'objet d'un mélange de pitié et d'horreur. Même à présent, il me semble le voir encore, épave et ruine d'un noble caractère, tout recroquevillé dans son fauteuil, avec sa face jaune et pâteuse, ses paupières tombantes et ses pupilles réduites comme des pointes d'épingle. Un soir, c'était en juin 1889, quelqu'un sonna à ma porte, à cette heure où l'on commence à bâiller et à regarder l'horloge. Je me redressai sur ma chaise, et ma femme posa sur ses genoux son travail à l'aiguille avec une grimace de déception. « Un malade !» dit-elle. « Tu vas être obligé de sortir. » Je ronchonnais, car je venais de rentrer après une dure journée. Nous entendîmes la porte s'ouvrir, puis quelques mots précipités, et enfin des pas rapides sur le linoléum. Notre porte s'ouvrit brusquement, et une dame, vêtue de sombre et avec un voile noir, entra dans la pièce. « Vous m'excuserez de venir si tard, » commença-t-elle. Et soudain, perdant toute maîtrise d'elle-même, elle courut vers ma femme, lui jeta les bras autour du cou et se mit à sangloter sur son épaule. « Oh, j'ai tant de peine !» s'écria-t-elle. « J'ai tant besoin qu'on m'aide un peu !»« En quoi ?» dit ma femme, et relevant le voile. « C'est Kate Whitney. Comme vous m'avez fait peur, je n'avais, à votre entrée, pas idée de qui vous étiez. Je ne savais que faire. Et alors, je suis venue tout droit vers vous. » C'était toujours comme cela. Les gens en peine venaient toujours vers ma femme comme les oiseaux vers un phare. « C'est très gentil d'être venu. Maintenant, vous allez prendre un peu de vin et d'eau, vous asseoir confortablement et nous raconter tout ça. À moins que vous n'aimiez mieux que j'envoie James se coucher. »« Oh non, non. J'ai aussi besoin de la vie et de l'aide du docteur. C'est à propos d'Isa. Il n'est pas rentré depuis 2 jours et j'ai si peur pour lui. » Ce n'était pas la première fois qu'elle nous avait parlé des ennuis que lui causait son mari, à moi comme médecin, à ma femme comme à une vieille amie et camarade de classe. Nous la calmâmes et la réconfortâmes avec les meilleures paroles que nous pûmes trouver. Savait-elle où était son mari ? Nous était-il possible de le lui ramener ? Cela semblait possible. Elle avait des renseignements très affirmatifs. Depuis quelque temps, quand la crise le prenait, son mari se rendait dans un bouge, une fumerie d'opium, tout à fait à l'est de la cité. Jusqu'ici, ses débauches s'étaient bornées à une seule journée et il était toujours rentré le soir, chancelant et épuisé. Mais cette fois, la crise avait duré 48 heures et sans doute, il était là-bas, prostré parmi la lie des docks, en train d'aspirer le poison ou de dormir pour en dissiper les effets. C'est là qu'on le trouverait, elle en était sûre, à la barre d'or, dans Upper Swandam Lane. Mais que faire ? Comment une femme jeune et timide comme elle pouvait-elle s'introduire dans un tel endroit pour arracher son mari à ce monde de gens sans aveu ? Telle était la situation, et naturellement, il n'y avait qu'une issue. Ne pourrais-je pas l'accompagner là-bas ? Puis, en y réfléchissant, pourquoi même viendrait-elle ? J'étais le médecin, consultant d'Isa Whitney, et en cette qualité, j'avais sur lui quelque influence. Je pourrais m'en tirer, moi, si j'étais seule. Je fis la promesse formelle que je le renverrais chez lui en fiacre d'ici 2 heures, au plus, s'il était bien à l'adresse qu'elle m'avait donnée. 10 minutes plus tard, ayant quitté mon fauteuil et mon confortable studio, je roulais à toute vitesse en fiacre vers l'est de la ville, chargé, à ce qu'il me semble, d'une étrange mission, encore que l'avenir seul pût me montrer à quel point elle allait être étrange. Mais il ne se présenta guère de difficultés dans la première étape de mon aventure.
Upper Swandam Lane est une ignoble ruelle tapie derrière les quais élevés qui longent le côté nord de la rivière, à l'est du pont de Londres. Entre un magasin de confection et un assommoir dont on approche par un perron qui conduit à un passage noir comme la bouche d'un four, j'ai trouvé le bouge que je cherchais. Donnant à mon cocher l'ordre de m'attendre, j'ai descendu les marches creusées au centre par le piétinement incessant des ivrognes, et à la lumière vacillante d'une lampe à huile placée au-dessus de la porte, j'ai trouvé le loquet, et je me suis avancé dans une longue pièce basse, toute remplie de la fumée brune, épaisse et lourde de l'opium, avec de chaque côté des cabines en bois formant terrasse, comme le poste d'équipage sur un vaisseau d'émigrants. À travers l'obscurité, on distinguait vaguement des corps gisant dans des poses étranges et fantastiques, des épaules voûtées, des genoux repliés, des têtes rejetées en arrière, des mentons qui se dressaient vers le plafond, et çà et là, un œil sombre, vitreux, qui se retournait vers le nouveau venu. De ces ombres noires scintillaient de petits cercles de lumière rouge, tantôt brillants, tantôt pâlissants, suivant que le poison brûlait avec plus ou moins de force que les fourneaux des pipes métalliques. La plupart de ces têtes restaient sans rien dire. Quelques-uns marmottaient pour eux-mêmes, et d'autres s'entretenaient d'une voix basse, étrange et monocorde, émettant par saccades des propos qui soudain se perdaient dans le silence. Chacun, en fait, mâchonnait ses propres pensées et ne faisait guère attention aux paroles de son voisin. Tout au bout se trouvait un petit brasier de charbon de bois, à côté duquel était assis, sur un trépied de bois, un vieillard grand et mince dont la mâchoire reposait sur ses poings et les coudes sur ses genoux. Fixement, il regardait le feu. À mon entrée, un domestique malais au teint jaunâtre s'était précipité vers moi, avec une pipe et la drogue nécessaire, tout en me désignant d'un geste une cabine vide. « Merci, dis-je. Je ne viens pas pour rester. Il y a ici un de mes amis, M. Isa Whitney, et je désire lui parler. » Je perçus un mouvement. J'entendis une exclamation à ma droite, et en tendant les yeux dans l'obscurité, je vis Whitney, pâle, hagard, échevelé, qui me regardait fixement. « Mon Dieu, c'est Watson, » dit-il. Il était dans un lamentable état de réaction. Tous ses nerfs tremblaient. « Dites, Watson, quelle heure est-il ? » ?»« Bientôt 11 heures. »« De quel jour ? » ?»« Vendredi 10 juin. » »« Dieu du ciel, je croyais que nous étions mercredi. »« Mais nous sommes mercredi. Pourquoi voulez-vous me faire peur comme ça ?» Il laissa tomber son visage sur ses bras et se mit à sangloter d'une façon aiguë. « Je vous dis que c'est aujourd'hui vendredi. Votre femme vous attend depuis 2 jours. Vous devriez avoir honte. »« J'en ai honte aussi. Mais vous vous trompez, Watson, car il n'y a que quelques heures que je suis ici. 3 pipes, 4 pipes, je ne sais plus combien. Mais je rentrerai avec vous, Watson. Je ne voudrais pas faire peur à Kate, pauvre petite Kate. Donnez-moi la main. Avez-vous un fiacre ? Oui, j'en ai un qui attend. Alors je le prendrai, mais je dois sans doute quelque chose. Demandez ce que je dois, Watson. Je ne suis pas en train du tout. Je ne peux rien faire. Je m'avançai dans les 3 passages qui couraient entre les 2 rangées de dormeurs, et tout en retenant mon souffle pour me préserver des ignobles vapeurs de la drogue, je cherchais de ci de là le tenancier. Comme je passais près de l'homme grand et mince qui était assis près du brasier, je me sentis soudain tiré par le pan de mon habit, et une voix murmura tout bas. « Passez votre chemin, puis retournez-vous, et regardez-moi. » Les mots frappèrent tout à fait distinctement mon oreille. Je baissai les yeux. Ces paroles ne pouvaient venir que de l'individu qui était à côté de moi. Et pourtant, il était toujours assis, aussi absorbé que jamais, très mince, très ridé, courbé par la vieillesse, et une pipe à opium se balançait entre ses genoux, comme tombée de ses doigts par pure lassitude. J'avançai de 2 pas, et me retournai. Il me fallut toute ma maîtrise de moi-même pour ne pas pousser un cri d'étonnement. L'homme avait pivoté de telle sorte que personne d'autre que moi ne pouvait le voir. Ses vêtements s'étaient remplis, ses rides avaient disparu,
les yeux ternes avaient retrouvé leur éclat, et c'était Sherlock Holmes qui, assis là, près du feu, riait doucement de ma surprise. Il me fit signe de m'approcher de lui, et en même temps, tandis qu'il tournait à demi son visage vers les autres, il redevenait l'être sénile et décrépit de tout à l'heure. « Holmes !» murmurai-je. « Que diable faites-vous dans ce bouge ?»« Aussi bas que possible, » répondit-il. « J'ai d'excellentes oreilles. Si vous aviez la bonté de vous débarrasser de votre imbécile d'ami, je serais enchanté de causer un peu avec vous. » J'ai un fiacre à la porte. Alors je vous en prie, renvoyez-le avec ce fiacre. Vous pouvez l'y mettre en toute sécurité, car il me semble trop flasque pour faire des bêtises. Je vous recommande aussi d'envoyer un mot par le cocher à votre femme pour lui dire que vous avez lié votre sort au mien. Si vous voulez bien m'attendre dehors, je vous rejoindrai dans 5 minutes. Il était difficile de répondre par un refus à n'importe quelle demande de Holmes, car elles étaient toujours très expressément formulées avec un air de profonde autorité. Je sentais d'ailleurs qu'une fois Whitney enfermé dans le fiacre, ma mission était pratiquement remplie. Et quant au reste, je ne pouvais rien souhaiter de mieux que de me trouver associé avec mon ami pour une de ces singulières aventures qui étaient la condition normale de son existence. En quelques minutes, j'avais écrit mon billet, payé les dépenses de Whitney, j'avais conduit celui-ci au fiacre et je l'avais vu emmener dans l'obscurité. Quelques instants après, un être décrépit sortait de la fumerie d'opium et je m'en allais dans la rue, avec Sherlock Holmes. Dans les 2 premières rues, il marcha le dos voûté, entraînant la jambe d'un pas incertain. Puis, après un rapide regard aux alentours, il se redressa et partit soudain d'un cordial éclat de rire. « Je suppose, Watson, que vous vous imaginez qu'outre mes injections de cocaïne, je me suis mise à fumer l'opium et que cela s'ajoute à toutes ces autres petites faiblesses à propos desquelles vous m'avez favorisé de vos vues professionnelles. J'ai certes été surpris de vous trouver là. Pas plus que moi de vous y trouver. Je venais chercher un ami. Et moi, chercher un ennemi. Un ennemi ? Oui, un de mes ennemis naturels, ou dirais-je mieux, de mes proies naturelles. En bref, Watson, je suis au beau milieu d'une enquête très remarquable et j'ai espéré trouver une piste dans les divagations incohérentes de ces abrutis, comme je l'ai fait auparavant. Si l'on m'avait reconnu dans ce bouge, ma vie n'aurait pas valu qu'on l'achetât pour 1 heure, car je me suis servi de ce bouge dans le passé pour mes propres fins, et cette canaille de Lascar, qui en est le tenancier, a juré de se venger de moi. Il existe, sur le derrière du bâtiment, près du coin du quai de Saint-Paul, une trappe qui pourrait raconter d'étranges histoires sur tout ce à quoi elle a livré passage par des nuits sans lune. Quoi ? Vous ne parlez pas de cadavres ? Si donc, des corps, Watson. Nous serions riches, Watson, si nous avions autant de milliers de livres qu'on a mis à mort de pauvres diables dans ce bouge. C'est le plus abject piège à assassinat sur tout le cours de la rivière, et je crains fort que Neville Sinclair n'y soit entré, pour n'en jamais sortir. Mais notre voiture doit être ici. Il mit ses 2 index entre ses dents et siffla d'une façon aiguë, signal auquel, dans le lointain, on répondit par un sifflement pareil et qui fut bientôt suivi d'un bruit de roues et du trot des sabots d'un cheval. « Et maintenant, Watson ?» dit Holmes, tandis qu'une charrette s'avançait rapidement dans l'obscurité en projetant par ses lanternes latérales 2 tunnels de lumière jaune. « Vous venez avec moi, hein ? Si je puis vous être utile. Un ami loyal est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Ma chambre aux cèdres a 2 lits. » « Les cèdres ? Oui, c'est la maison de Monsieur Sinclair. J'y demeure pendant que je mène mon enquête. » « Où est-ce donc ? » Près de Lee, dans le Kent. Nous avons une course de 7 miles devant nous. Mais je suis toujours dans l'obscurité. Exact. Mais vous allez tout savoir. Sautez là. Ça va, Jean. Nous n'aurons pas besoin de vous. Prenez cette demi-couronne. Venez me chercher demain vers 11 heures. Laissez aller. Au revoir. Il toucha le cheval avec son fouet et nous partîmes au grand galop, à travers une interminable succession de rues sombres et désertes qui s'élargirent graduellement. Nous nous trouvâmes bientôt emmenés comme le vent sur un large pont garni de parapets. La rivière boueuse coulait paresseusement au-dessous. Plus loin s'étendait un autre désert de briques et de mortiers.
Le silence n'en était rompu que par le pas lourd et régulier de l'agent de police ou par les chants et les cris de fêtards attardés. Un nuage déchiqueté flottait lentement dans le ciel et une étoile ou deux scintillait çà et là, entre les déchirures des nuages. Holmes conduisait en silence, la tête inclinée sur la poitrine, de l'air d'un homme perdu dans ses pensées. Cependant, assis auprès de lui, j'étais curieux de savoir ce que pouvait bien être cette nouvelle enquête qui semblait si fort lui occuper l'esprit. Nous avions couvert plusieurs miles, et nous allions parvenir aux abords de la ceinture de villas de la banlieue, quand il se secoua, haussa les épaules et alluma sa pipe avec toute l'apparence d'un homme qui s'est rendu compte qu'il a agi pour le mieux. « Vous avez une grande faculté de silence, Watson, dit-il. Cela fait de vous un compagnon inappréciable. Ma parole, c'est une grande chose d'avoir quelqu'un à qui ne pas parler, car mes pensées ne sont pas toujours des plus plaisantes. J'étais en train de me demander ce que je dirais à cette chère petite femme tout à l'heure, quand elle viendrait à notre rencontre à la porte. Vous oubliez que je ne suis au courant de rien ? J'aurai juste le temps de vous donner les faits de l'affaire avant d'arriver à Lee. Tout semble absurdement simple et pourtant, malgré tout, je ne peux rien trouver qui me permette le moindre progrès. Il y a une quantité de fils, sans doute, mais je suis incapable d'en saisir le bout. Maintenant, je vais vous exposer le cas avec netteté et concision, Watson, et peut-être percevrez-vous une étincelle là où tout est obscur pour moi. Allez-y donc. Il y a quelques années, pour être précis en mai 1884, vint à Lee un monsieur du nom de Neville Sinclair qui paraissait avoir beaucoup d'argent. Il prit une grande villa, en fit très joliment arranger les jardins, et d'une façon générale, y vécut sur un grand pied. Peu à peu, il se fit des amis dans le voisinage, et en 1887, il épousa la fille d'un brasseur de la ville. Il a eu d'elle, à ce jour, 2 enfants. Il n'avait pas d'occupation permanente, mais détenant des intérêts dans plusieurs sociétés, il allait à Londres en général le matin, pour rentrer chaque soir par le train qui part de la gare de Cannon Street à 5h14. Monsieur Sinclair a maintenant 37 ans. C'est un homme aux habitudes sobres, bon mari, père très affectueux, et très estimé de tous ceux qui le connaissent. Je peux ajouter que ses dettes, à l'heure présente, s'élèvent, autant que nous avons pu nous en rendre compte, à 88 livres et 10 shillings, alors qu'il a à son compte 220 livres, à la banque de la ville et décompté. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce sont des ennuis d'argent qui l'ont tracassé. Lundi dernier, M. Neville Sinclair est parti pour Londres un peu plus tôt que d'ordinaire. Et avant de partir, il avait fait la remarque qu'il avait à faire 2 commissions importantes et qu'il rapporterait à son petit garçon, en rentrant, une boîte de cubes. Or, par le plus grand des hasards, sa femme, ce même lundi, très peu de temps après son départ, reçut un télégramme l'informant qu'un petit paquet, d'une très grande valeur, qu'elle avait attendu, était à sa disposition dans les bureaux de la compagnie de navigation d'Aberdeen. Or, si vous connaissez bien votre Londres, vous savez que le siège de cette compagnie se trouve dans Friend Street, une rue qui bifurque d'Upper Swandam Lane, où vous m'avez trouvé ce soir. Madame Sinclair déjeuna, partit pour la cité, fit quelques achats et se dirigea vers le siège de la compagnie. Elle retira son paquet, et à 4h35 exactement, elle se trouvait en train de remonter Swandam Lane pour retourner à la gare. M'avez-vous bien suivi jusqu'ici ? C'est très clair. Si vous vous rappelez, il faisait très chaud lundi dernier. Madame Sinclair marchait lentement, regardait à droite et à gauche, dans l'espoir de voir un fiacre, car elle n'aimait guère le voisinage où elle se trouvait. Tandis qu'elle allait ainsi dans Swandam Lane, elle entendit tout à coup une exclamation ou un cri perçant, et son sang se glaça à la vue de son mari qui la regardait, et à ce qu'il lui sembla, lui faisait des signes d'une fenêtre du second étage. La fenêtre était ouverte, et elle vit distinctement son visage, qu'elle décrit comme terriblement bouleversé. Il agitait ses mains frénétiquement dans sa direction à elle, puis il disparut de la fenêtre, si rapidement qu'il semblait avoir été attiré à l'intérieur par une force irrésistible. Une chose singulière qui tira l'œil de cette femme observatrice, ce fut
que bien que son mari fût vêtu de sombre, comme le matin en partant, il n'avait ni col, ni cravate. Convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose, elle dégringola les marches, car la maison n'était autre que cette fumerie d'opium où vous m'avez trouvé. Elle traversa en courant la pièce du devant, et tenta de grimper l'escalier qui menait au premier étage. Au pied de l'escalier, toutefois, elle rencontra cette canaille de Lascar dont je vous ai parlé. Il l'écarta, et aidé d'un Danois qui lui sert d'employé, la rejeta dans la rue. En proie aux craintes et aux doutes les plus affolants, elle courut en toute hâte dans la ruelle, et par un heureux hasard, elle rencontra dans Friend Street quelques agents de police qui, avec un brigadier, partaient faire leur ronde. Le brigadier et 2 hommes revinrent avec elle, et malgré la résistance obstinée du propriétaire, ils se dirigèrent vers la pièce où M. Sinclair avait été aperçu en dernier lieu. Là, aucune trace de lui. En fait, dans tout l'étage, on ne put trouver personne à part un misérable estropié, hideux d'aspect, qui paraît-il logeait là. Et celui-ci et Lascar jurèrent avec force que de toute l'après-midi, il n'y avait eu personne d'autre dans la pièce du devant. Leur dénégation était si ferme que le brigadier en fut ahuri et en était presque arrivé à croire que Madame Sinclair s'était trompée. Quand, poussant un cri, elle s'élança vers une petite boîte en bois blanc posée sur la table et en souleva brusquement le couvercle. Il en tomba une cascade de cubes d'enfants. C'était le jouet qu'il avait promis de ramener à la maison. Cette découverte et la confusion de l'estropié firent que le brigadier se rendit compte que l'affaire était sérieuse. On examina soigneusement les pièces, et tous les résultats concluaient à un crime abominable. La première pièce, simplement meublée, communiquait avec une petite chambre à coucher qui donnait sur le derrière d'un des quais. Entre le quai et la fenêtre de la chambre à coucher se trouve une bande de terrain étroite, qui, séchée à marée basse, est recouverte à marée haute de plus d'1,30 m d'eau. La fenêtre de la chambre à coucher, assez large, s'ouvrait du bas. En l'examinant, on découvrit des traces de sang sur le seuil de la fenêtre et on voyait des gouttes de sang çà et là sur le plancher de la chambre à coucher. Jeté derrière un rideau de la première pièce, on trouva tous les vêtements de M. Neville Sinclair, exception faite de son costume. Ses chaussures, ses chaussettes, son chapeau, sa montre, tout était là. D'ailleurs, aucune trace de violence sur tous ses vêtements et nulle autre trace de M. Neville Sinclair. Selon toute apparence, il a dû sortir par la fenêtre, car on n'a pu découvrir d'autres sorties, et les taches de sang sur le seuil font mal augurer d'une éventuelle fuite à la nage, car la marée était à son plus haut au moment de la tragédie. Et maintenant, que je vous parle des canailles qui semblaient directement impliqués dans l'affaire. On connaissait Lascar par ses antécédents lamentables, mais comme on savait par le récit de Madame Sinclair qu'il se trouvait au pied de l'escalier, quelques secondes après l'apparition de son mari à la fenêtre, il était difficile de le considérer comme autre chose que complice du crime. Sa défense fut qu'il ignorait absolument tout, et il déclara énergiquement tout ignorer des faits et gestes de Hugh Boone, son locataire, et ne pouvoir en aucune façon expliquer la présence des vêtements du disparu. Suffit pour Lascar, le tenancier. Parlons maintenant du sinistre estropié qui occupe le second étage de la fumerie, et qui fut certainement le dernier à voir Neville Sinclair. Son nom est Hugh Boone, et sa face hideuse est familière à tous ceux qui fréquentent la cité. C'est un mendiant professionnel, bien que, pour éluder les ordonnances de la police, il prétende exercer un petit commerce d'allumettes-bougies. À quelque distance, en descendant Threadneedle Street, du côté gauche, le mur fait un petit angle, tout comme vous avez pu le remarquer. C'est là que cet individu vient s'asseoir tous les jours, les jambes croisées, sa toute petite provision d'allumettes sur ses genoux. Comme c'est un spectacle pitoyable, une petite pluie d'aumônes tombe dans la casquette de cuir graisseuse qu'il pose sur le trottoir à côté de lui. J'ai plus d'une fois observé le bonhomme, sans jamais penser que j'aurais à faire sa connaissance par nécessité professionnelle. Et j'ai toujours été surpris de la moisson qu'il récoltait en peu de temps. Son aspect, voyez-vous, est si remarquable que personne ne peut passer près de lui sans y prêter attention. Une touffe de cheveux jaunes, un visage pâle défiguré par une horrible cicatrice,
qui, en se contractant, a retourné le bord externe de sa lèvre supérieure. Un menton de bulldog, une paire d'yeux très perçants et noirs qui offrent un contraste singulier avec la couleur de ses cheveux. Tout cela le distingue de la foule ordinaire des mendiants. Comme on distingue aussi son esprit, car il a toujours une réplique toute prête à n'importe quelle plaisanterie que les passants peuvent lui lancer. Tel est l'homme qui, nous venons de l'apprendre, est le locataire de la fumerie et qui a été le dernier à voir le père de famille honorable que nous cherchons. Mais un estropié, dis-je, qu'aurait-il pu faire tout seul contre un homme dans la force de l'âge ? C'est un estropié, en ce sens qu'il boite, mais sous tous les autres rapports. Il semble très fort et en bonne forme. Sûrement, Watson, votre expérience médicale vous dirait que la faiblesse d'un membre est souvent compensée par une force exceptionnelle des autres. Je vous en prie, continuez votre récit. Madame Neville Sinclair s'était évanouie à la vue des taches de sang sur la fenêtre, et la police l'accompagna jusque chez elle en fiacre, puisque sa présence ne pouvait en aucune façon être utile à l'enquête. Le brigadier Barton, chargé de l'affaire, a examiné très soigneusement les lieux, mais sans rien trouver qui jetât quelque lumière sur l'affaire. On avait pourtant commis une faute, en n'arrêtant pas Boone sur le champ, car cela lui laissa quelques minutes pendant lesquelles il put communiquer avec son ami Lascar. Toutefois, cette faute fut vite réparée, et il fut appréhendé et fouillé sans qu'on trouvât rien qui permît de l'incriminer. Il y avait, c'est vrai, quelques traces de sang sur la manche droite de sa chemise, mais il fit voir que son annulaire avait une coupure près de l'ongle, et il expliqua que le sang venait de là, et ajouta qu'il s'était approché de la fenêtre peu auparavant, et que, sans doute, les taches de sang que l'on avait relevées provenaient de la même source. Il proclama avec force qu'il n'avait jamais vu M. Neville Sinclair, et jura que la présence des vêtements de celui-ci dans sa chambre était un mystère pour lui, tout autant que pour la police. Quant à l'affirmation de Mme Sinclair qu'elle avait bel et bien vu son mari à la fenêtre, il prétendit qu'elle devait ou bien être folle, ou bien avoir rêvé. On l'emmena au poste de police, en dépit de ses bruyantes protestations, pendant que le brigadier demeurait sur les lieux dans l'espoir que la marée descendante fournirait peut-être quelques nouveaux indices. Ce fut ce qui se produisit, mais on ne trouva guère sur la rive boueuse ce qu'on avait craint d'y trouver. Ce fut le vêtement de Neville Sinclair, et non Neville Sinclair lui-même qu'on trouva là, gisant à découvert, quand la marée se fut retirée. Et qu'imaginez-vous qu'il y avait dans ses poches ? Je ne saurais le dire. Non, je ne crois pas que vous le devinerez. Toutes les poches étaient bourrées de gros et de petits sous, 420 et un gros sou, et 270 petits sous. Rien d'étonnant que l'habit n'eût pas été emporté par la marée. Mais un corps humain, c'est une autre affaire. Il existe, entre le quai et la maison, un remous impétueux. Il parut assez vraisemblable que l'habit ainsi lesté fût resté là, alors que le corps dépouillé avait été aspiré par le remous et entraîné dans le fleuve. Mais vous me dites que l'on avait trouvé tous les autres vêtements dans la chambre. Le corps aurait-il été vêtu de son seul costume ? Non, monsieur, mais on pourrait expliquer les faits de manière assez spécieuse. Supposez que le dénommé Boone ait jeté Neville Sinclair par la fenêtre et qu'il n'y ait pas eu un seul témoin pour le voir. Que fera-t-il alors ? Naturellement, l'idée lui vient tout de suite qu'il faut se débarrasser des vêtements dénonciateurs. Alors il saisit le costume, et au moment de le jeter, il s'avise qu'il va flotter et ne coulera pas au fond. Il n'a que peu de temps devant lui, car il a entendu la bagarre en bas, quand la femme a tenté de monter de force. Peut-être aussi a-t-il su, par son complice Lascar, que la police accourt dans la rue. Il n'y a pas un moment à perdre. Il se précipite vers un magot caché où se trouve accumulé le produit de sa mendicité, et il fourre toutes les pièces sur lesquelles il peut mettre les mains dans les poches du costume, pour être sûr qu'il coulera. Il le lance au dehors, et il en aurait fait autant des autres vêtements s'il n'avait entendu en bas des pas précipités. Mais il n'a eu que le temps de fermer la fenêtre quand la police a fait son apparition. Tout cela semble plausible. Eh bien, faute de mieux, ce sera l'hypothèse sur laquelle nous travaillerons.
Boone, je vous l'ai dit, a été arrêté et emmené au poste. Mais on n'a pas pu prouver qu'on n'ait jamais eu auparavant quoi que ce soit à lui reprocher. Depuis des années, on le connaissait comme un mendiant de profession, mais sa vie semblait avoir toujours été tranquille et inoffensive. Voilà où en sont les choses à l'heure présente, et toutes les questions qu'il s'agit de résoudre. Ce que Sinclair faisait dans le bouge, ce qui lui est arrivé quand il était là, et quel rôle a joué Boone dans sa disparition, toutes ces questions sont aussi loin que jamais d'être résolues. J'avoue que je ne peux, dans ma carrière, me rappeler aucun cas qui, au premier abord, sembla si simple, et qui, cependant, présenta tant de difficultés. Pendant que Sherlock Holmes avait relaté cette singulière suite d'événements, nous avions traversé à toute vitesse la banlieue de la grande ville. Nous avions laissé derrière nous les dernières maisons disséminées çà et là, et nous roulions bruyamment le long d'une route campagnarde, bordée d'une haie de chaque côté. Sur la fin du récit, cependant, nous traversions 2 villages aux maisons éparses, et dont quelques lumières éclairaient encore les fenêtres. « Nous sommes maintenant à la lisière de Lee, » dit mon compagnon, « et dans notre brève course, nous avons touché 3 comtés anglais. Partant du Middlesex, nous avons traversé un coin du Surrey, et nous finissons dans le Kent. Voyez-vous cette lumière parmi les arbres ? C'est la villa Les Cèdres, et auprès de cette lumière est assise une femme dont les oreilles anxieuses ont déjà, je n'en doute point, perçu le bruit des sabots de notre cheval. Mais pourquoi ne menez-vous pas l'affaire de Baker Street ? Parce qu'il y a de nombreuses recherches qu'il faut faire ici. Madame Sinclair a eu l'amabilité de mettre 2 pièces à ma disposition, et vous pouvez être assuré qu'elle ne saurait faire qu'un accueil cordial à mon ami et collègue. Cela me coûte fort de la rencontrer, Watson, alors que je n'apporte encore aucune nouvelle de son mari. Nous y voici. Nous nous étions arrêtés en face d'une grande villa, située au centre de la propriété. Un petit valet d'écurie accourut à la tête du cheval, et ayant sauté de la voiture, je remontai, derrière Holmes, la petite allée de gravier qui serpentait jusqu'à la maison. Comme nous en approchions, la porte s'ouvrit brusquement et une petite femme blonde parut dans l'entrée. Elle était vêtue d'une sorte de mousseline de soie légère, avec un soupçon de peluche rose au cou et aux poignets. Sa silhouette se détachait contre le flot de la lumière, une main sur la porte, l'autre à moitié levée dans son empressement, le buste légèrement incliné, la tête et le visage tendus vers nous, les yeux anxieux, les lèvres entr'ouvertes. Tout son être semblait nous interroger. « Eh bien » s'écria-t-elle. « Eh bien » Puis, en voyant que nous étions 2, elle poussa un cri d'espérance, mais celui-ci se changea en un gémissement quand elle vit mon compagnon hocher la tête et hausser les épaules. « Pas de bonnes nouvelles ?»« Aucune. »« Pas de mauvaises non plus ?»« Non. »« Dieu merci pour cela. Mais entrez, vous devez être fatigué, car la journée a été longue pour vous. » Monsieur est mon ami, le docteur Watson. Il m'a été d'une aide vitale dans plusieurs affaires, et un heureux hasard m'a permis de l'amener avec moi et de l'associer à cette enquête. « Je suis enchantée de vous voir, » dit-elle, en me serrant chaleureusement la main. « Vous pardonnerez, j'en suis sûre, tout ce qui peut être défectueux dans notre organisation, quand vous réfléchirez au coup qui nous a frappés si brusquement. »« Chère madame, » dis-je, « je suis un vieux soldat, et même s'il n'en était pas ainsi, je peux très bien voir que vous n'avez pas besoin de vous excuser. Si je puis vous être utile soit à vous, soit à mon ami, j'en serai en vérité très heureux. » Maintenant, monsieur Sherlock Holmes, dit la dame pendant que nous entrions dans une salle à manger éclairée, sur la table de laquelle on avait préparé un souper froid. J'aimerais beaucoup vous poser 1 ou 2 questions très précises, auxquelles je vous prierai de faire une réponse également très précise. Certainement, madame. Ne vous occupez pas de ce que je ressens. Je ne suis pas hystérique et je ne m'évanouis point. Je désire simplement vous entendre exprimer votre opinion. Mais votre opinion, sincère. Sur quoi, madame ? Tout au fond de votre cœur. Croyez-vous que Neville soit vivant ? La question parut embarrasser Sherlock Holmes. Franchement donc. Debout sur le tapis du foyer,
Elle répéta les 2 mots, en regardant fixement Sherlock, renversé en arrière dans une bergère. Franchement donc, madame, je ne le crois pas. Vous pensez qu'il est mort ? Je le pense. Assassiné ? Je ne dis pas cela, peut-être. Et quel jour est-il mort ? Lundi. Alors peut-être, monsieur Holmes, aurez-vous la bonté de m'expliquer comment il se fait que j'ai, aujourd'hui, reçu cette lettre de lui ? Sherlock Holmes bondit de son fauteuil comme s'il avait été galvanisé. « Quoi ?» rugit-il. « Oui, aujourd'hui !» Elle était debout et souriante, tenait en l'air un petit carré de papier. « Puis-je la voir ? Certainement. » Il lui prit le message avec fébrilité, et l'aplatissant sur la table, il en approcha la lampe et l'examina très attentivement. J'avais quitté ma chaise et je regardais par-dessus son épaule. L'enveloppe était très grossière. Elle portait le cachet de la poste de Gravesend, avec la date même du jour, ou plutôt de la veille, car il était déjà bien plus de minuit. « Écriture bien lourde, » murmura Holmes. « Sûrement ce n'est pas là l'écriture de votre mari, madame. »« Non, mais le contenu est de son écriture. Je vois aussi que celui-ci, quel qu'il soit, qui a écrit l'enveloppe, a dû aller s'informer de l'adresse. » Comment pouvez-vous dire cela ? Le nom, vous le voyez, est écrit d'une encre parfaitement noire qui a séché toute seule. Le reste est d'une couleur grisâtre qui indique que l'on a employé un papier buvard. Si l'enveloppe avait été écrite tout d'un coup et passée au buvard, il n'y aurait point des mots d'un ton plus foncé. Cet homme a écrit le nom, et puis il y a eu un arrêt, une pause, avant d'écrire l'adresse, ce qui peut seulement signifier que l'adresse ne lui était pas familière. C'est une chose insignifiante, bien sûr. Mais rien n'est plus important que les choses insignifiantes. Voyons la lettre maintenant. Ah ! On a joint quelque chose à la lettre. Oui, il y avait un anneau, son cachet. Et vous êtes sûr que c'est l'écriture de votre mari ? Oui, une de ses écritures ? Une. Son écriture quand il est pressé, elle diffère beaucoup de son écriture ordinaire. Pourtant je la reconnais bien. Holmes lut. Chérie, n'aie pas peur, tout ira bien. Il y a une grosse erreur, il faudra peut-être un certain temps pour la rectifier. Attends avec patience. Neville. Écrite au crayon sur la feuille de garde d'un livre in octavo, sans filigrane, a été mise à la poste aujourd'hui à Gravesend par quelqu'un qui avait le pouce sale. Ah ! Et la gomme de la fermeture a été léchée, ou je me trompe beaucoup, par quelqu'un qui avait chiqué. Et vous n'avez, madame, aucun doute que ce soit bien l'écriture de votre mari ? Pas le moindre doute. C'est Neville qui a écrit ces mots-là. Et ils ont été mis à la poste de Gravesend aujourd'hui. Eh bien, madame Sinclair, les nuages s'éclaircissent, bien que je ne me risquerai pas à dire que le danger soit passé. Mais il doit être vivant, monsieur Holmes. À moins que ce ne soit là un faux très habile pour nous lancer sur une fausse piste. La bague, après tout, ne prouve rien. On peut la lui avoir prise. Non, non, c'est bien, absolument bien son écriture. D'accord. Pourtant, ce billet a pu être écrit lundi et mis à la poste aujourd'hui seulement. C'est possible. S'il en est ainsi, bien des choses ont pu survenir depuis. Oh, il ne faut pas me décourager, monsieur Holmes. Je sais qu'il ne court aucun danger. Il y a entre nous tant d'affinité que s'il lui arrivait malheur, je le saurais, je le sentirais. Le jour même où je l'ai vu pour la dernière fois, il s'est coupé. Il était dans la chambre à coucher avec moi, et de la salle à manger où j'étais, je me suis sur-le-champ précipitée au premier, car j'étais certaine que quelque chose venait de lui arriver. Croyez-vous que j'aurais été sensible à une telle bagatelle et que malgré cela, j'ignorerais sa mort ? J'ai vu trop de choses pour ne pas savoir que les impressions d'une femme peuvent être de plus de poids que les conclusions analytiques d'un logicien. Et vous avez certainement, en cette lettre, une preuve importante pour corroborer votre façon de voir. Mais si votre mari est vivant, et s'il peut écrire, pourquoi resterait-il loin de vous ? Je ne saurais l'imaginer. C'est inconcevable. Et lundi, avant de vous quitter, il n'a fait aucune remarque ?
Non. Et vous avez été surprise de le voir dans Swandam Lane? Très surprise. La fenêtre était-elle ouverte? Oui. Alors il aurait pu vous appeler. C'est vrai? Et d'après ce que je sais, il a seulement poussé un cri inarticulé? Oui. C'était, pensiez-vous, un appel au secours? Oui. Il a agité les mains. Mais ce pouvait être un cri de surprise. L'étonnement en vous voyant de façon inattendue a pu lui faire jeter les bras en l'air. C'est possible. Et vous avez pensé qu'on le tirait en arrière. Il a disparu si brusquement. Il a pu faire un bond en arrière. Vous n'avez vu personne d'autre dans la pièce. Non, mais cet homme horrible a avoué qu'il y était, et Lascar était au pied de l'escalier. Exactement. Votre mari, autant que vous avez pu voir, portait ses vêtements ordinaires, à l'exception de son col ou de sa cravate. J'ai vu nettement sa gorge nue. Avait-il jamais parlé de Swandam Lane? Jamais. Vous avait-il laissé percevoir à certains signes qu'il avait fumé de l'opium? Jamais. Merci, Madame Sinclair. Ce sont là les points principaux sur lesquels je désirais être absolument renseignée. Nous allons maintenant souper légèrement, et nous nous retirerons, car nous aurons peut-être demain une journée très occupée. On avait mis à notre disposition une grande et confortable chambre à 2 lits, et je fus rapidement entre mes draps, car je me sentais fatiguée après cette nuit d'aventure. Sherlock Holmes, cependant, était un homme qui, quand il avait en tête un problème à résoudre, passait des jours et même une semaine sans repos, à tourner et retourner son problème, à réarranger les faits, à les considérer sous tous les points de vue, jusqu'à ce qu'il en eût complètement pris la mesure ou qu'il se fût convaincu que ces données étaient insuffisantes. Pour moi, il fut bientôt évident qu'il se préparait en vue d'une veillée qui durerait toute la nuit. Il enleva son habit et son gilet, endossa une ample robe de chambre bleue, puis erra dans la pièce pour rassembler les oreillers du lit, et les coussins du canapé, et ceux des fauteuils. Il en construisit une sorte de divan oriental sur lequel il se percha, les jambes croisées, avec devant lui un paquet de tabac ordinaire et une boîte d'allumettes. Dans la vague lumière de la lampe, je le voyais là, assis, une vieille pipe de bruyère entre les dents, les yeux perdus, attachés à un coin du plafond, la fumée bleue montant au-dessus de lui, et la lumière mettant en relief ses traits aquilins. Tel il était, silencieux et immobile, quand je m'endormis. Tel je le retrouvai, quand un cri subit m'éveilla. Le soleil d'été brillait dans notre chambre. Sherlock Holmes avait toujours sa pipe entre les dents, la fumée montait toujours en volute, et la chambre était pleine d'un intense brouillard de tabac. Il ne restait d'ailleurs plus rien du paquet de tabac que j'avais vu la veille. « Réveillé, Watson » demanda-t-il. « Oui. Dispo pour une course matinale ?»« Certainement. »« Alors habillez-vous. Personne ne bouge encore, mais je sais où couche le garçon d'écurie et nous aurons bientôt la voiture. » Ce disant, il riait sous cape, ses yeux pétillaient et il avait l'air d'un homme totalement différent du sombre penseur de la veille. Tout en m'habillant, je regardai ma montre. Il n'y avait rien de surprenant que personne ne bougeât. Il était 4h25. J'avais à peine fini que Holmes se revenait et m'annonçait que le garçon était en train d'atteler. « Je vais mettre à l'épreuve une de mes théories, » dit-il en enfilant ses chaussures. « Je crois, Watson, que vous êtes en ce moment en présence d'un des plus parfaits imbéciles de l'Europe. Je mérite un coup de pied qui m'enverrait à tous les diables, mais je crois que je tiens maintenant la clé de l'affaire. »« Et où est-elle » demandai-je en souriant. « Dans la salle de bain. »« Vraiment, je ne plaisante pas, » continua-t-il devant mon air d'incrédulité. « J'en viens. Et je l'ai prise, et je l'ai là, dans mon sac de voyage. Venez, mon cher, et nous verrons si elle va dans la serrure. » Nous sommes descendus aussi doucement que possible, et nous sommes sortis dans l'éclatant soleil du matin. Le cheval et la carriole étaient sur la route, avec, à la tête de la bête, le garçon d'écurie à moitié habillé. Nous avons sauté en voiture, et à toute vitesse, nous avons pris le chemin de Londres. Quelques charrettes seulement, chargées de légumes pour la capitale, s'avançaient sur la route, mais les villas qui la bordent de chaque côté étaient silencieuses et mortes comme celles d'une ville de rêve. Sous certains rapports,
dit Holmes en touchant du fouet le cheval pour lui faire prendre le galop, j'avoue que j'ai été aussi aveugle qu'une taupe. Mais quand il s'agit d'apprendre la sagesse, mieux vaut tard que jamais. En ville, les tout premiers levés, encore à demi endormis, commençaient tout juste à mettre le nez à la fenêtre, que nous roulions déjà le long des rues, du côté du Surrey. Suivant la route du pont de Waterloo, nous avons traversé la rivière et tournant brusquement à droite par Wellington Street, nous nous sommes trouvés dans Bow Street. Sherlock Holmes était bien connu au commissariat central, et les deux agents à la porte le saluèrent. L'un d'eux tint la bride du cheval pendant que l'autre nous faisait entrer. « Qui est de service » demanda Holmes. « L'inspecteur Bradstreet, monsieur. »« Ah, Bradstreet. Comment allez-vous » Un fonctionnaire grand et corpulent s'était avancé dans le couloir dallé. Il avait sur la tête un calot pointu et était vêtu d'un habit à brandebourg. « Je voudrais vous dire 2 mots, Bradstreet. »« Certainement, monsieur Holmes. Entrez, dans ma pièce, ici. » C'était une petite pièce qui avait des airs de bureau, avec un énorme registre sur la table et un téléphone à demi encastré dans le mur. L'inspecteur s'assit à son pupitre. « Et que puis-je pour vous, monsieur Holmes ?»« C'est à propos de ce mendiant, Boone, celui qui est impliqué dans la disparition de monsieur Neville Sinclair, de Lee. »« Oui, on l'a amené ici, hier, et on le garde à notre disposition pour plus ample information. »« C'est ce qu'on m'a dit. Vous l'avez ici ?»« En cellule. »« Est-il calme ?»« Oh, il ne donne aucun embarras. Il est seulement d'une saleté. »« Sale ? Oui. C'est tout ce que nous pouvons faire que de le faire se laver les mains. Et son visage est aussi noir que celui d'un ramoneur. Ah, une fois son affaire réglée, on lui fera prendre quelque chose comme bain, je vous le promets. Et je crois que si vous le voyez, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il en a besoin. »« Je voudrais bien le voir. »« Vraiment ? C'est facile. Venez par ici. Vous pouvez laisser votre sac. »« Non, je crois que je vais le prendre. »« Très bien. Venez par ici, s'il vous plaît. » Il nous guida le long d'un couloir, ouvrit une porte barricadée, descendit un escalier tournant et nous amena dans un corridor blanchi à la chaux, avec une rangée de portes de chaque côté. « La 3e à droite, c'est la sienne, » dit l'inspecteur. « C'est ici. » Il fit sans bruit glisser un panneau dans la partie supérieure de la porte et regarda à l'intérieur. « Il dort, » dit-il. « Vous pouvez très bien le voir. » Nous regardâmes tous les deux par le grillage. Le prisonnier était couché, le visage tourné vers nous. Il dormait d'un sommeil très profond. Il respirait lentement et avec bruit. C'était un homme de taille moyenne, pauvrement habillé comme il convenait à sa profession. Il portait une chemise de couleur qui sortait par une déchirure de son vêtement en guenilles. Il était, comme le policier nous l'avait dit, extrêmement sale. Toutefois, la saleté qui couvrait son visage ne pouvait cacher sa laideur repoussante. Une large couture, résultant d'une vieille cicatrice, courait de l'œil au menton, et par sa contraction, avait retourné une partie de la lèvre supérieure, de telle sorte que 3 dents qui restaient perpétuellement visibles lui donnaient un air hargneux. Une tignasse de cheveux d'un rouge vif descendait sur ses yeux et sur son front. « C'est une beauté, hein ?» dit l'inspecteur. « Il a certainement besoin qu'on le lave, » observa Holmes. « Je m'en doutais. Et j'ai pris la liberté d'en apporter avec moi les moyens. » Tout en parlant, il ouvrit son sac de voyage et en sortit, à mon grand étonnement, une très grosse éponge de bain. « Ah, vous êtes un rigolo !» dit l'inspecteur en riant à demi. « Maintenant, si vous voulez bien avoir la grande amabilité d'ouvrir cette porte tout doucement, nous lui ferons bientôt prendre une figure beaucoup plus respectable. »« Pourquoi pas ? Je n'y vois pas d'objection. Il ne fait pas honneur aux cellules de Bow Street, hein ?» Il glissa sa clé dans la serrure et sans bruit, nous pénétrâmes dans la cellule. Le dormeur se retourna à demi et tout de suite se remit à dormir profondément. Holmes se pencha sur la cruche à eau, y mouilla son éponge, puis à 2 reprises, en frotta avec vigueur le visage du prisonnier de haut en bas et de droite à gauche. « Permettez-moi de vous présenter, » cria-t-il, « Monsieur Neville Sinclair de Lee, dans le comté de Kent. » Jamais de ma vie, je n'ai vu pareil spectacle.
Le visage de l'homme pela sous l'éponge comme l'écorce d'un arbre. Disparurent également l'horrible cicatrice qui couturait ce visage et la lèvre retournée qui lui donnait son hideux ricanement. Une légère secousse détacha les cheveux roux emmêlés, et assis devant nous dans son lit, il ne resta plus qu'un homme pâle, au visage morose et à l'air distingué, qui se frottait les yeux et regardait autour de lui, abasourdi et encore endormi. Puis, se rendant tout à coup compte qu'il était démasqué, il poussa un cri perçant et se rejeta sur le lit, le visage contre l'oreiller. « Bon Dieu !» s'écria l'inspecteur. « En effet, c'est bien le disparu. Je le reconnais par sa photo. » Le prisonnier se retourna, avec l'air insouciant d'un homme qui s'abandonne à son destin. « D'accord, dit-il. Mais je vous en prie, de quoi m'accuse-t-on ? D'avoir fait disparaître M. Neville sain. Oh ! Au fait, on ne peut pas vous accuser de ça, à moins qu'on ne vous poursuive pour tentative de suicide, dit l'inspecteur avec une grimace. Eh bien, il y a 27 ans que je suis dans la police, mais ça, en vérité, ça décroche la timbale. Si je suis M. Neville Sinclair, il est évident alors qu'il n'y a pas eu de crime, et que par conséquent, on me détient illégalement. Il n'y a pas eu de crime, dit Holmes, mais une grosse erreur a été commise. Vous auriez mieux fait d'avoir confiance en votre femme. Ce n'était pas pour ma femme, c'était à cause des enfants, grommela le prisonnier. Seigneur, je ne voulais pas qu'ils eussent honte de leur père. Mon Dieu, être ainsi démasqué, que faire ? Sherlock Holmes s'assit à côté de lui, sur la couchette, et avec bonté lui tapa sur l'épaule. « Si vous laissez un tribunal débrouiller la chose, dit-il, vous ne pourrez bien entendu éviter la publicité. D'autre part, si vous persuadez la police qu'il n'y a pas lieu d'intenter une action contre vous, il n'y a pas, que je sache, la moindre raison pour que les détails soient communiqués aux journaux. L'inspecteur Bradstreet, j'en suis sûr, prendrait note de tout ce que vous pourriez nous dire et le soumettrait aux autorités compétentes. En ce cas, votre affaire n'irait jamais devant un tribunal. « Dieu vous bénisse !» s'écria le prisonnier avec véhémence. « J'aurais enduré la prison, et davantage, la pendaison même, plutôt que de laisser mon misérable secret devenir une tare familiale aux yeux de mes enfants. Vous serez les premiers à connaître mon histoire. Mon père était maître d'école, à Chesterfield, où j'ai reçu une excellente éducation. J'ai voyagé dans ma jeunesse, j'ai fait du théâtre et finalement, je suis devenu reporter dans un journal du soir de Londres. Un jour, mon rédacteur en chef désira avoir une série d'articles sur la mendicité dans la capitale, et je m'offris pour les faire. Ce fut le point de départ de toutes mes aventures. Ce n'était qu'en essayant de mendier en amateur que je pouvais entrer en possession des faits sur lesquels je bâtissais mes articles. Autant que j'étais acteur, j'avais naturellement appris tous les secrets de l'art de se grimer, et mon habileté m'avait rendu célèbre dans la profession. Je me peignis donc le visage, et pour me rendre aussi pitoyable que possible, je me fis une belle cicatrice, tout en immobilisant un des côtés de ma lèvre, retroussée au moyen d'une petite bande de taffetas couleur de chair. Et puis, avec une perruque rousse et des vêtements de circonstance, je me suis installé dans le coin le plus fréquenté de la cité, avec l'air de vendre des allumettes, mais en fait, en demandant la charité. Pendant 7 heures, j'exerçais mon métier, et quand je rentrais le soir chez moi, je découvris, à ma grande surprise, que je n'avais pas reçu moins de 26 shillings et 4 pence. J'écrivis mes articles, et je ne pensais plus guère à cette aventure, quand un peu plus tard, après avoir endossé une traite pour un ami, je reçus une assignation d'avoir à payer 35 livres. Je ne savais que faire, ni où me procurer l'argent, quand une idée me vint. J'ai demandé un délai de 15 jours à mon créancier et un congé à mon journal, et j'ai passé ce temps à mendier dans la cité. Déguisé, comme vous savez. En 10 jours, j'avais l'argent, et la dette était payée. Vous pouvez imaginer qu'il était dur de se remettre à un travail fatigant pour 2 livres par semaine, quand je savais que je pouvais gagner autant en une seule journée, rien qu'en me barbouillant la face avec un peu de couleur, et en demeurant tranquillement assis à côté de ma casquette posée par terre. Il y eut un long débat entre mon orgueil et l'argent, mais les livres l'emportèrent en fin de compte. Je renonçai au reportage, et jour après jour, dans le coin que j'avais choisi d'emblée, je m'assis,
inspirant la pitié par mon lugubre visage et remplissant mes poches de sous. Un seul homme connaissait mon secret. C'était le tenancier du bouge où je logeais, dans Swandam Lane. Je pouvais chaque matin en sortir sous l'aspect d'un mendiant crasseux et le soir m'y transformer en un monsieur bien habillé. Cet individu, un certain Lascar, je le payais si largement pour sa chambre que je savais que mon secret ne risquait rien en sa possession. J'ai bientôt constaté que je mettais de côté des sommes considérables. Je ne prétends pas que n'importe quel mendiant des rues de Londres peut gagner 700 livres par an, et c'est là moins que je ne me faisais en moyenne. Mais j'avais des avantages exceptionnels. Grâce à ma science du maquillage et aussi grâce à une facilité de répartie qui devint plus grande par l'habitude et qui fit de moi un type bien connu de la cité. Toute la journée, une pluie de sous, agrémentée de piécettes d'argent, tombait sur moi. Et c'était une bien mauvaise journée que celle où je ne recueillais pas mes 2 livres. À mesure que je devenais plus riche, je devenais plus ambitieux. Je pris une maison à la campagne et un beau jour, je me suis mariée sans que personne soupçonnât mon véritable métier. Ma chère femme savait que j'étais occupée dans la cité. Elle ne savait guère à quoi. Lundi dernier, j'avais fini ma journée et je m'habillais dans ma chambre au-dessus de la fumerie d'opium quand je regardai par la fenêtre et je vis, avec horreur et surprise, que ma femme était là dans la rue, les yeux en plein fixés sur moi. J'ai poussé un cri de surprise. J'ai levé les bras pour cacher mon visage, et me précipitant vers mon confident, vers Lascar, je l'ai supplié d'empêcher qui que ce fût de monter dans ma chambre. J'ai entendu en bas la voix de ma femme, mais je savais qu'elle ne pourrait pas monter. Rapidement, j'ai enlevé mes vêtements, j'ai endossé ceux du mendiant, j'ai mis mes fards et ma perruque. Même les yeux d'une épouse ne pouvaient pas percer un déguisement aussi complet. Mais il me vint alors à la pensée qu'on pourrait fouiller la pièce et que mes vêtements risquaient de me trahir. J'ai vivement ouvert la fenêtre, mouvement violent qui fit se rouvrir une petite coupure que je m'étais faite dans notre chambre à coucher ce matin-là. Là-dessus, j'ai saisi mon habit, qui était alourdi par les sous que je venais d'y mettre, en les déversant du sac de cuir dans lequel je fourrais mes gains. Je l'ai lancé par la fenêtre et il a disparu dans la Tamise. Les autres vêtements auraient suivi, mais à ce moment-là, les agents grimpaient l'escalier 4 à 4, et quelques minutes plus tard, je constatais, ce qui me fit plutôt plaisir, je l'avoue, qu'au lieu d'identifier en moi M. Neville Sinclair, on m'arrêtait comme son assassin. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à vous expliquer. J'étais bien résolu à garder mon déguisement aussi longtemps que possible, ce qui explique ma répugnance à me laver. Sachant que ma femme serait en proie à une terrible anxiété, j'ai enlevé ma bague et je l'ai confiée à Lascar à un moment où aucun agent ne me surveillait. J'ai griffonné en même temps quelques mots pour lui dire qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. « Ce billet ne lui est parvenu qu'hier, » dit Holmes. « Grand Dieu ! Quelle semaine elle a dû passer !»« La police surveillait Lascar, » dit l'inspecteur Bradstreet, « et je comprends sans peine qu'il ait trouvé quelques difficultés à expédier cette lettre sans qu'on le voie. Peut-être l'a-t-il passé à un de ses clients, à un marin, qui l'aura complètement oublié pendant quelques jours. »« C'est bien cela, » dit Holmes, approuvant d'un signe de tête. « Je n'en doute point. Mais vous n'avez donc jamais été poursuivi pour mendicité ? » ?»« Que si, maintes fois. Mais qu'était-ce qu'une amende pour moi ? » ?»« Il va pourtant falloir que ça cesse, » dit Bradstreet. « Pour que la police consente à faire le silence sur cette affaire, il faudra qu'il n'y ait plus de Hugh Boone. » Je l'ai juré par le serment le plus solennel que puisse faire un homme. En ce cas, je crois que ça n'ira probablement pas plus loin. Mais si on vous y reprend, alors tout se saura. Pour sûr, monsieur Holmes, que nous vous sommes fort obligés d'avoir éclairci cette affaire. Je voudrais bien savoir comment vous obtenez ces résultats-là. J'ai obtenu celui-ci, dit mon ami, en restant assis sur 5 coussins et en brûlant un paquet de tabac. Je crois, Watson, que si nous rentrons à Baker Street en voiture, nous y serons juste à temps pour le déjeuner. Bonjour et bienvenue dans ce, je crois, 6e vlog lecture sur les aventures de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. On est à 47% du livre, voilà, si je me trompe pas, je me suis pas trompée.
Et par contre, je crois bien qu'on était au 6e. Et en fait, bah, je crois que je vais aller jusqu'au bout sans faire de pause parce que, ma foi... Ouais, voilà, on est à la moitié des nouvelles. Je pense que je vais quand même aller jusqu'au bout parce que je suis en train de me dire que ça fait 6 semaines. Alors attendez, 6 semaines encore, ça fait jusqu'à mi-août. Et je crois que Jane Austen, ça pousse 15 jours de plus. Donc Jane Austen, à la louche, ça va jusque début septembre. Selon ce que j'ai calculé à peu près, j'ai vérifié tout à l'heure. Donc bah, je suis en train de me dire, je crois que je vais aller jusqu'au bout. Peut-être que je ferai des nouvelles un petit peu indépendantes, autre chose. Là, je vous avais parlé de nouvelles qui faisaient peur entre-temps. Ou alors, je fais vraiment une pause. Et je me prépare. Je pense que je ferai une pause, mais une vraie pause sans rien pendant au moins 15 jours. Donc, je peux profiter du fait que Sherlock s'arrête, par exemple. Je pense que c'est un bon plan, ma foi. Donc, pourquoi pas. Je pense que je vais faire ça, je vous redirai de toute manière. Donc là, on avait encore une espèce d'affaire qui n'était pas tout à fait une affaire. Vous avez vu, il fait... Attendez, hop. Oh, il fait dodo. Non, il faisait dodo, mon petit chaton. Donc on avait une affaire qui n'était pas une affaire. Et alors, par rapport à tout ce qui est représentation au niveau de la drogue, je pense que... Bon, j'ai pas fait de recherche, je n'ai pas fait de recherche spécifique dessus, mais je sais plus si c'était la cocaïne ou l'héroïne qu'il consommait dans les Peaky Blinders qui se passe après après la Première Guerre mondiale. Parce qu'à un moment, on voit les débuts, en fait, ils appellent ça la snow, la neige, qu'il sniffe, donc il la fume pas, il se pique pas, il la sniffe, enfin, surtout Arthur. Je le pousse, qui me fait une ombre. Du coup, je suis moins illuminée. Et c'était pas si... C'était pas dévalorisé, en fait, l'usage de la drogue. On disait pas, oulala, c'est pas bien, arrête de te droguer. Pourtant, c'était des choses qui étaient... Bah, c'était plutôt courant, qui étaient pas chères. Et je pense qu'on connaissait pas, en fait, tout à fait les effets de la drogue. Pourtant, là, on voit... Bah, parce que c'était une nouvelle drogue aussi. On sait que Holmes, de temps en temps, il consomme de la cocaïne. Je sais, il a pas l'air de picoler spécialement. Il cherche peut-être plus des stimulants. Il me semble que la cocaïne, ça fait speeder. Et donc là, on a eu le côté opium, qu'on a vu aussi d'ailleurs dans les Peaky Blinders, parce qu'au début, au début des Peaky Blinders, donc c'est une série télé qui se passe au tout début, juste après la Première Guerre mondiale, avec surtout d'anciens soldats, des anciens soldats qui font partie d'une même famille, une famille de gitans, de Tinkers, gitans irlandais, qui devient mafieuse et qui prend de plus en plus de pouvoir. Donc c'est des bookies au début, etc. C'est une série que je vous conseille vraiment, qui est sur Netflix. Il y a 6 saisons qui sont terminées, et il va y avoir un film qui, je crois bien, est en tournage ou a été tourné. Donc on va dire que tout est bientôt terminé. Et c'est vraiment une très très bonne série. Avec un sacré décalage d'ailleurs entre la musique de genre comme Nick Cave et les Bad Seeds, qui est beaucoup plus contemporaine en fait que la musique qu'il y avait à l'époque. Donc il y a un côté très rock'n'roll en fait, un peu esthétisant, mais vraiment très bon. Moi je trouve que c'est une très très bonne série. Et bref, j'arrête de comparer Sherlock Holmes et les Peaky Blinders, bien que je pense que Sherlock Holmes il l'aurait un peu couru après les Peaky Blinders, je pense. Mais là, on a en quelque sorte une affaire qui n'est pas une affaire. Et le truc que je trouve, j'arrive pas à savoir en fait si Neville Sinclair c'était vraiment un côté un peu toxicomane, quoi, opiomane, qui consommait trop et qui en était malade, ou si ça c'était aussi un prétexte pour mendier et gagner plein de pognon, plus de pognon qu'il ne le faisait du temps où il était journaliste. Et j'ai trouvé assez intéressant le fait que le gars, il s'abaisse, entre guillemets, à mendier, et que le fait de mendier, ça rapporte autant.
Parce qu'on peut avoir justement je pense qu'on a un peu tous cette image du mendiant qui tire un peu, enfin qui essaie de grappiller 3 francs 6 sous pour s'acheter à bouffer, et puis voilà. Enfin, qui est vraiment la personne qui a faim, qui vit dehors, etc., qui a une vie qui est difficile et qui est miséreux. Et là, je trouve que c'est étonnant parce que euh, soit c'est peut-être que comme il est sympa, qu'il fait une petite blague, un petit trait d'esprit, il a ses petits clients entre guillemets habituels, et puis vu qu'il gagne pas mal, jusqu'à acheter une maison secondaire, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que c'est pour ça que, enfin, c'est comme ça qu'il finance du coup son opium? Est-ce que c'est de l'opium récréatif? Je sais pas. Je trouve qu'il y a des petites portes qui sont ouvertes, qui sont pas forcément refermées, ou alors j'ai pas été très attentive. Euh, Ça me fait penser à. Je me souviendrai plus du tout du titre de film, mais il y a un film français qui est sorti il y a pas très. Si, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, il me semble que c'était avec Daniel Auteuil. Où c'est un gars qui avait un poste, un bon poste, hein, un poste à responsabilité, il me semble, qui a perdu son boulot et qui tous les matins continuait à faire semblant d'aller au travail et qui passait sa journée sur un parking. Et il rentrait comme d'habitude tous les soirs. Et en fait, il a jamais dit à sa famille qu'il avait perdu son travail. Et je crois bien qu'il n'a jamais du coup diminué son train de vie, le train de vie de la famille. Ce qui fait qu'il a un peu précipité tout le monde dans les dettes. Je me demande d'ailleurs si ça finit pas par un suicide. Je sais plus. Et c'était un film social qui est assez intéressant. Euh, je crois que je l'ai pas vu. Je crois que c'est tiré d'un fait divers, donc une histoire réelle. C'est sûrement romancé, c'est un film, hein. Comme un livre pourrait le romancer aussi, mais il me semble que ce sont des choses qui arrivent et enfin, des gens qui sont incapables de faire face à ça et se dire putain, j'ai perdu mon boulot, je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille. Et là, donc, c'est étonnant parce qu'au final, ce gars-là qui a voulu mendier pour se rapprocher des mendiants et faire des articles, il s'est rendu compte qu'il gagne plein d'argent. Ça s'appelle quand même du journalisme d'investigation. Et là, je vais vous donner d'autres anecdotes par rapport à ça. Parce que je pense que c'est une contemporaine de Sir Arthur Conan Doyle. Il y a Nellie Bly. Nellie Bly, je vous mettrai des liens. Il y a eu une émission de Radio France ou de France Culture, je sais plus, qui lui avait été consacrée. C'est une jeune femme qui est devenue journaliste, qui était jeune, jolie et tout ça. Et qui, en fait, je pense qu'on a dû tellement lui dire qu'elle ne pouvait rien faire comme journaliste parce que c'était une femme, parce qu'elle devait se marier, avoir des enfants et tout ça, que en gros, dès qu'on lui lançait le défi de faire une enquête compliquée, comme faire une enquête sur les asiles. Je dis asile parce que c'était le terme de l'époque. Je pense pas qu'on disait hôpital psychiatrique. Oh, j'ai un doute. Est-ce qu'elle était anglaise ou américaine, cette femme? Je crois qu'elle était américaine. Parce elle avait fait une enquête sur les asiles qui étaient à... je crois que c'était l'île Saint-Hélice, peut-être. C'était l'île où les migrants arrivaient, ceux qui arrivaient en bateau aux Amériques. Ils arrivaient là d'abord pour subir un genre de quarantaine, faire leurs papiers et compagnie, avant d'aller en Amérique. Je crois que c'est Saint-Hélice. Ce qui veut dire que toutes les femmes qui étaient enfermées dans ces asiles, qui étaient à la fois des personnes qui avaient des problématiques de santé mentale, des personnes qui étaient pauvres, des personnes qui étaient étrangères, qui parlaient pas la langue, des personnes de petite vertu, donc ça pouvait être autant des prostituées que peut-être bien des femmes adultères ou des filles qui avaient couché avec des hommes avant le mariage, des filles un peu scandaleuses. Tout ce petit monde-là, un peu comme dans le bal des folles, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, mais tout ce petit monde-là cohabitait. Et c'est plein de problématiques différentes. Et d'expérience, quand vous mélangez des publics qui ont plein de problématiques différentes, c'est un petit peu chaud patate.
Et Nelly Bly, elle a été hospitalisée pour une raison bidon, parce que du coup, le but de cette hospitalisation était d'observer un peu tout ce qui se passait pour pouvoir en rendre compte. Et je crois qu'au bout de 17 jours, elle a été relâchée parce que son patron au journal, c'était un journal important, hein, c'était vraiment un gros journal, peut-être le New York Times, je sais pas exactement, mais c'était un journal important. Son patron l'a fait sortir de la psychiatrie et elle a fait un article, ça a fait scandale et compagnie. Je crois que c'est une nana qui maîtrisait parfaitement les réseaux sociaux de l'époque, à savoir les journaux, etc. Et ça a tellement fait scandale que, en gros, toute l'institution psychiatrique, enfin au moins Saint-Hélice, a fermé et qu'il y a eu en fait une réforme de tout ça. Parce que il y avait un peu de tout le monde là-dedans, je crois qu'il y avait... mais elle était enfermée chez les femmes. Donc elle a dénoncé les mauvais traitements, elle a dénoncé des traitements qui étaient supposés être curatifs, où c'était des bains d'eau glacée, on les frappait, c'était tenu par des religieuses, on leur faisait bouffer n'importe quoi, enfin c'était pas salubre en fait. C'était pas salubre et la cuisine était pas... c'était dégueulasse quoi, enfin, mais dégueulasse dans le sens sale, sale, dangereux. Et ce qui faisait que, je crois même que dans ces hospices-là, alors c'est peut-être des hospices ou des asiles, je différencie peut-être pas, je fais peut-être pas bien la différence, mais je sais qu'elle était en psychiatrie. Je pense qu'il y avait aussi des femmes qui étaient malades, donc des indigentes qui étaient malades, indigentes parce qu'elles étaient malades à tel point qu'elles pouvaient plus travailler, etc. Donc elles devenaient pauvres et elles avaient besoin qu'on s'occupe d'elles. Donc ça pouvait être aussi des personnes âgées enfin, ou des personnes malades qui s'approchaient de la fin de vie en fait. Donc il y avait tout ce petit monde-là là-dedans. Et bref, et ben ce que Monsieur Neville Sinclair a fait là, c'est du journalisme d'investigation, parce que se mettre dans la peau d'un mendiant pour étudier, pour les étudier eux dans leur milieu naturel, on va dire, et les imiter, se faire passer pour l'un d'eux, c'est du journalisme d'investigation. Comme quand il y a des journalistes qui se font emprisonner dans les prisons ou qui infiltrent des gangs ou des trucs comme ça, ou c'est des journalistes d'infiltration, d'investigation. Et donc je trouve ça très intéressant. Parce que peut-être que Sir Arthur Conan Doyle, il veut faire un petit peu... je pense qu'il se tient au courant de l'actualité et qu'il va parler justement de choses de l'actualité. J'irais bien lire un peu s'il a des inspirations par rapport à Sherlock Holmes en fait. Parce que moi j'ai vraiment un peu... Enfin, le pif. C'est une intuition là-dessus, c'est que il va lire des choses et boum, ça l'inspire. Ça l'inspire et il va, ce que c'est très bien d'ailleurs, il va en fait s'inspirer de la réalité, du réel, pour créer une enquête pour Sherlock Holmes, pour le faire briller. Et là, on est encore sur une enquête où, au final, il n'y a rien. Je sais même pas si c'est illégal, en fait, ce qu'il fait. Techniquement, est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal? À part, peut-être que c'est illégal de mendier. On ne sait pas. Je crois que de nos jours, en France, certaines municipalités vont interdire de mendier dans certaines zones, voire même dans l'ensemble de la municipalité. Parce que c'est comme ça qu'elles essaient de traiter, entre guillemets, la problématique des... je mets beaucoup de guillemets, hein, la problématique des mendiants, de la mendicité, peut-être de la criminalité aussi, et que ça embête les honnêtes citoyens, des trucs de genre. Et je sais qu'il y a il y a le mobilier anti-SDF qui fait assez scandale aussi ces temps-ci. Et les arrêts, je crois que ce sont des arrêts municipaux anti-mendicité qui sont assez décriés aussi. En général, ça, c'est pas très bon signe, hein. Mais bref, j'ai trouvé ça intéressant. Là, j'aimerais presque savoir comment le mec il va s'en sortir en rentrant à la maison. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est parti pour dire des conneries. Et
Enfin, pour mentir ou dire, je sais pas, je me suis fait enlever, barboter n'importe quoi. Surtout que le policier, il a dit qu'ils allaient rien dire, Sherlock Holmes aussi, donc il est parti pour mentir à sa femme. Il n'y a rien d'illégal non plus, pas très honnête, mais au final, ce gars-là, peut-être qu'il peut devenir un autre type de mendiant. Il sait se grimer, il l'a dit. Il peut se faire passer pour une autre personne. Et il peut continuer, enfin, recommencer à zéro et reprendre cette activité-là, en faisant semblant toujours d'aller à la ville pour faire travailler ses intérêts à la banque ou je sais pas quoi. Donc voilà, ma foi, je trouve que c'est divertissant, c'est sympa. Je me suis laissée porter par le truc. Euh, Il y a un moment, j'ai l'impression j'ai l'impression que je l'avais deviné là aussi. Que, je vais vous dire à quel moment. Parce que donc Sherlock Holmes, il dit au début que il dit qu'il connaît Hugh Boone depuis un moment, donc le mendiant. Ouais, je crois que c'est le fait en fait que Brad Street, le mec, enfin le mec qui est d'astreinte là, Brad Street, qui est d'astreinte à la police, il dit que Hugh Boone est sale. Il est d'une saleté, ce visage aussi noir qu'un ramoneur. Ça fait bizarre quand même. C'est là que je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Je pense que c'est là. Je sais pas si j'ai deviné avant, mais ma foi c'était assez intéressant. Et je crois que c'est pas la première fois que Sir Arthur Conan Doyle il se sert de ça, de le fait que les gens se griment, parce que je crois que c'était la toute première dans le roman une étude en rouge. Holmes aussi se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et là aussi, au tout début de la nouvelle, Holmes, c'est le petit vieux dans la fumerie d'opium. Et ouais, je crois qu'en fait, il a fait son foreshadowing. Donc le foreshadowing, c'est une technique d'écriture qui consiste à mettre quelques petits indices qui en fait vont vous faire dire une fois que la révélation est faite, bon sang mais c'est bien sûr. Bon sang mais c'est bien sûr. Non, je plaisante parce qu'en fait, c'est un truc qui vient d'une émission Les 5 dernières minutes ou je sais pas quoi. Donc merci Céline de l'anecdote parce que je me disais bien qu'il y avait un truc qui m'échappait avec cette expression-là. Mais donc le foreshadowing, ça consiste à préparer sa révélation et ce qui fait que le lecteur ou le spectateur va se dire ah ben oui, enfin c'est logique en fait parce que ça a été préparé. Euh, je sais, c'est une opposition en fait ça s'oppose justement à la révélation qui sort du chapeau. Le truc, mais ça n'a aucun sens. Vous voyez, il y a la distinction. Et bref, au final, je pense que j'ai pas été si surprise. Je sais pas. Je sais pas, parce que d'un côté, j'avais le sentiment d'avoir compris que il y avait déguisement, parce qu'il avait déjà été plus ou moins annoncé, même si c'était pas annoncé directement le déguisement de la supposée victime. Mais j'arrête de faire des guillemets en l'air. Mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, c'est divertissant, c'est cool. Je suis pas particulièrement frustrée par le format court, c'est quand même des nouvelles qui sont assez longues, donc ça me plaît bien. Parce que c'est vrai que les nouvelles de Colette que j'avais lues qui prenaient 3 4 minutes, je trouvais que ça allait trop vite. Côté vraiment instantané, quoi, photo, donc je trouvais que c'était trop rapide. Je vais m'arrêter là, et parce que voilà, et puis bah, je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour les premiers chapitres de la deuxième partie de Mansfield Park de Jane Austen, où j'espère que notre Fanny va un petit peu serrer les poings et dire vous me faites chier un peu, mais en version un petit peu classe. Et mercredi normalement je pense que que j'ai programmé un book haul.
de livres que j'ai sans doute pas lus encore, mais je pense que j'avais programmé un book haul. Donc je m'arrête là et passez un très bon samedi. Lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!